Bonjour à toutes, à tous. Je suis ravi d'animer cette session autour de ce sujet crucial, une nouvelle génération en première ligne de l'économie de demain. Alors pour construire cette économie de demain, il va nous falloir créer un point de bascule, sortir de la marge, généraliser les engagements et faire de chaque Français, au fond, un fer de lance de cette transition écologique et sociale. Pour cela, il va falloir mieux informer et mieux former pour rendre chacun acteur de changement. Alors nous allons discuter ensemble, tous les 6, pendant 45 minutes avec les questions du public, de 2 propositions du collectif Nous sommes demain, travaillées depuis 1 an. La première proposition, c'est autour de la transparence et de l'impact score. On a déjà un petit peu parlé en introduction. J'en redis quelques mots. Alors aujourd'hui, toutes les entreprises sont obligées de se positionner sur les sujets d'engagement. C'est un peu devenu obligatoire. Et du coup, ça devient un peu compliqué de distinguer entre les engagements réels, profonds, authentiques, et les engagements plus superficiels à des fins de communication. Chacun de nous, je crois, s'est déjà fait avoir sur une action de social ou de greenwashing. Et donc, c'est un enjeu crucial aujourd'hui de s'y retrouver, à la fois pour les consommateurs, où acheter, et pour les travailleurs, les salariés, où travailler. C'est pourquoi on pense qu'il est essentiel de mieux mesurer la transition écologique et sociale des entreprises. Et le collectif Nous sommes demain a travaillé sur un outil, l'impact score, avec 4 piliers. L'impact social, l'impact écologique, le partage des richesses, le partage du pouvoir. L'impact score a pour avantage qui permettrait une communication simple et lisible, avec un chiffre sur 100 des engagements. On propose que chaque entreprise puisse faire la transparence sur ses engagements. Ça permettrait ensuite d'identifier le chemin à parcourir et d'apprendre aussi des bonnes pratiques des entreprises les plus engagées. Ça, c'est la première proposition. La deuxième proposition, autour de la formation et de l'initiative intitulée Grandes écoles de la transition. Pour réussir la transition, il va nous falloir changer de regard, changer de pratique en profondeur. Ça demande de mieux comprendre le monde, notre monde en mutation, et de développer sa capacité à être acteur de changement. On a également travaillé en coalition depuis 1 an sur ce sujet-là, Grandes écoles de la transition. L'idée est simple, créer un réseau décentralisé regroupant les formations existantes à la transition écologique et sociale pour mieux faire le lien avec les métiers de la transition. Rassembler ces formations, on en a répertorié 170 rien qu'en France à date, mieux les valoriser, les rendre accessibles, mieux accessibles financièrement. Exactement comme l'a fait la Grande École du Numérique il y a 5 ans pour les métiers du numérique. Précision importante, si on parle de grande école, il y a un enjeu crucial sur la diversité des publics. Et donc, il y a une attention particulière à rassembler à la fois les universités, les grandes écoles, la formation professionnelle, l'éducation populaire, pour permettre des parcours apprenants au plus grand nombre, pour chaque Français. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver le site grandeécoletransition.fr où l'initiative est un peu détaillée. On est nous 6 pour débattre de ces propositions, mais plus que débattre, on est là aussi pour apporter du concret. Le but, c'est de passer à l'action. Il y a urgence. Et donc, on va essayer d'approfondir ces 2 sujets. Alors, soyons orientés action et allons-y sans plus attendre. Anne-Claire Pache, si ça vous va, j'ai une première question pour vous. Vous êtes professeur à l'ESSEC en innovation sociale. Vous êtes aussi associée et DIN pour la stratégie et l'engagement sociétal de l'ESSEC. Vous êtes aussi cofondatrice d'Unicité. On voit bien l'étendue du sujet de l'économie de demain, de la transition écologique et sociale. Au fond, de quoi on parle? Est-ce qu'on pourrait essayer de définir un petit peu le périmètre transition écologique et sociale? Ce sera utile pour cette table ronde et probablement pour toute la suite des 2 jours. Alors, merci pour cette invitation. L'exercice que vous demandez de faire n'est pas facile et par ailleurs, j'ai l'impression d'enseigner à des gens qui sont potentiellement aussi, si ce n'est plus experts que moi, du sujet. Donc, je vais être très rapide, mais le sujet de la transition écologique et sociale, c'est à la fin, c'est vraiment profondément le sujet de la transformation profonde de nos modèles économiques et sociaux, qui inclut évidemment de repenser quel est le rôle des entreprises dans nos sociétés, quelle est leur finalité, et cette question de quelle est la finalité réelle de l'entreprise, elle est essentielle. C'est repenser non seulement le rôle
des entreprises, mais également les modalités de production, les modalités de recrutement, les modalités de vente, pour les individus, les modalités de consommation. Donc on est sur une transformation profonde de l'ensemble de nos modèles économiques, qui ne peuvent pas être déconnectés, évidemment, des modèles sociaux, puisqu'on sait bien que dans le cadre des grandes crises que nous vivons aujourd'hui, on parle évidemment de la crise sanitaire, on est en plein dedans, mais la crise environnementale qui est potentiellement encore plus sérieuse et plus urgente, que les personnes les plus fragiles, les plus défavorisées, les moins formées potentiellement sont les plus touchées, les plus impactées par ces grandes mutations. Et donc il est essentiel que dans cette refonte de nos modèles, on intègre et on prenne en compte plus particulièrement ces publics fragiles. Merci beaucoup et bravo, je crois, pour l'exercice de synthèse. Jean-François Conant, vous êtes directeur de la responsabilité et de l'innovation sociale pour le groupe Adecco. Vous êtes aussi président d'Extramuros et de Lait de Rive. En quoi les sujets de transition sont essentiels pour un groupe comme le vôtre ? Et quand on parle de transparence sur ces indicateurs d'impact, est-ce que vous voyez ça comme positif ou contraignant ? Est-ce que c'est une très bonne idée ou une très bonne mauvaise, enfin la meilleure des fausses bonnes idées de votre point de vue d'entreprise ? Bonjour à toutes et à tous. La transition, pourquoi la transition est un sujet stratégique pour un groupe comme le groupe Adecco ? En fait, notre métier, c'est la transition. On travaille sur les questions de transition, d'entrée sur le marché du travail, de transition entre deux jobs, de transformation des organisations, d'accompagner, y compris la modification des organisations de travail et des modes de travail, et y compris la transformation des entreprises quand elles changent de modèle. Je ne pense pas qu'on fabriquera des véhicules, je ne sais pas si ça s'appellera encore des véhicules automobiles demain, de la même façon qu'aujourd'hui, c'est évident. On sait par exemple que sur les questions d'isolation des bâtiments, les métiers techniques du bâtiment sont en train de changer et il faut accompagner ce type de transition. Donc notre métier est un métier de transition. Après, la question, c'est de la façon dont on veut l'exercer. Quand on est une entreprise de travail temporaire, c'est l'activité principale d'Adecco, c'est pas la seule, mais c'est une des principales. On peut être prédateur sur le marché du travail, prendre des gens et les lâcher voire les dégrader dans leur situation sociale ou voire leur santé, ou se poser la question de est-ce qu'on fait de cette étape-là une étape positive de leur parcours ? Est-ce qu'on on va être résistant aux critères discriminants exprimés par nos clients, ou est-ce qu'on va on va bien sûr combattre la discrimination, mais surtout valoriser la diversité et pousser des profils qui ne sont pas les mêmes, voilà, etc., etc. Donc la façon dont on exerce le métier peut être très très différente, et on a une conviction, en tout cas on la porte et je pense qu'on la vérifie depuis quelques années, que en fait c'est un avantage concurrentiel. Cette façon différente d'adresser ce métier-là, c'est une manière d'attirer des gens différemment, des candidats, des collaborateurs permanents. C'est une manière de travailler différemment avec nos clients et de façon plus profonde. C'est pas parfait, les progrès sont énormes à réaliser, mais en tout cas, on en tire de la valeur. Et à titre d'exemple, l'objectif, et ça peut répondre à la deuxième partie de ta question, on s'est donné un objectif qu'un tiers de nos contrats dits précaires soient justement plus sécurisés en CDI intérimaire, contrat à durée indéterminée pour des intérimaires, en contrat par alternance. Aujourd'hui, c'est à peu près 20 000 personnes en contrat à durée indéterminée intérimaire, et puis 7 à 8 000 personnes en alternance, en parcours d'alternance, qui ne resteront pas chez nous, qui iront chez nos clients. Donc ça, voilà pour la première partie, voilà en quoi les transitions, qu'elles soient écologiques et surtout sociales, bien sûr, pour un groupe de ressources humaines, sont stratégiques. Sur la deuxième question, ça dépend pourquoi en faire. Si c'est pour mesurer que ça termine sur des étagères, des fichiers d'agences de notation
et sans réel impact, je ne vois pas l'intérêt. Après, les référentiels de notation ou d'évaluation d'un impact, ils sont toujours à travailler. Je préfère être comparé à mes confrères du secteur du travail temporaire qu'à des entreprises de l'industrie. Ça sera plus facile, ça permet de nous challenger réellement. Et puis je pense que si on fait ça, c'est pas pour se regarder entre nous. Ça veut dire que probablement dans la salle, les ONG doivent s'en emparer et en faire un argument pour aiguillonner les entreprises, pour les faire réagir. Et que nos clients, de la même façon, nous choisissent et notent notre capacité à répondre à une prestation flexible, si on parle de flexibilité ou de recrutement, de façon responsable. Donc si ça sert à quelque chose, oui, bien sûr, et on a une petite prétention, c'est qu'on pense être meilleur que les autres. Mais bon, ça, c'est à suivre. Merci. Maxime Blondeau, vous êtes cofondateur du Printemps écologique. C'est le premier éco-syndicat. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po. De votre point de vue de syndicat, quelles sont les aspirations des salariés par rapport à ces sujets de transition? Quelle est l'évolution aujourd'hui? Alors, merci de m'avoir invité déjà, première chose. C'est la première apparition publique d'une certaine manière de notre tout nouveau syndicat qui a été créé cet été, enfin très exactement en mai. Je vais très très rapidement, pour ne pas prendre trop de temps, parler un petit peu de l'historique de notre initiative pour que vous puissiez situer. Et puis surtout parce que nous représentons collectivement, aujourd'hui nous sommes plusieurs centaines et plusieurs milliers dans différents secteurs professionnels à nous organiser et à préparer un mouvement collectif dans le cadre des élections professionnelles. Nous représentons justement cette aspiration. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté, c'est que les salariés du privé ou les agents publics dans les administrations publiques aujourd'hui ressentent chevillés au corps ce besoin de changer quelque chose sur le thème de la transition écologique et sociale de leur organisation. Alors, cette sensation, elle n'est pas que intuitive, elle s'exprime aussi dans les chiffres. Par exemple, l'Observatoire salariés et entreprises responsables cette année, en 2020, a montré que 70% des salariés veulent en faire plus pour la transition écologique de leurs entreprises et n'y parviennent pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mécanismes à l'intérieur des organisations n'arrivent pas à rencontrer ces aspirations justement des salariés. Et d'autre part, 75% des Français, donc si on sort de l'entreprise et quand on va dans le grand public, 75% des Français aujourd'hui estiment que les entreprises n'en font pas assez pour l'environnement. Donc les aspirations, elles sont là, elles sont présentes dans notre société. Simplement, parfois les mécanismes de transformation, les leviers d'action sont méconnus ou sont mal compris. Alors nous, à l'origine, fin 2018, avec un petit groupe d'amis, dont certains sont ici présents, on s'est dit... Ici, on essayait d'engager les salariés pour la transition de leur modèle d'entreprise en faveur de la transition écologique et sociale. On a envoyé une pétition sur Internet et en moins d'une semaine, on a reçu 600 mails de salariés dans différents secteurs, partout en France, pas seulement dans les grandes villes, même s'il y a quand même, ça se passe quand même surtout aujourd'hui dans le monde urbain, mais pas seulement, qui nous ont dit où est-ce qu'on se rencontre, qu'est-ce qu'on fait, Donc on a commencé à faire des ateliers pendant à peu près 6 semaines. Et au bout de 6 semaines, certains se sont posé la question, et j'en fais partie, mais est-ce que ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire s'organiser entre salariés pour mener des actions dans l'entreprise pour transformer les modèles, n'est pas en réalité une action syndicale? Alors là, tout de suite, c'était, alors syndicat, qu'est-ce qu'un syndicat exactement? Donc on s'est renseigné, on a passé près de 6 mois à travailler par le biais d'une association, qui est la première structure qu'on a créée, pour essayer d'explorer les réalités aujourd'hui de ce qu'on appelle le droit social, et plus généralement de ce qu'on appelle les négociations collectives, qui sont régi intégralement par un texte qui s'appelle le Code du travail. Ce qu'on a constaté, premier chef, c'est que dans le Code du travail, il n'y a pas de mention de la transition écologique. C'est-à-dire que c'est un texte aujourd'hui qui est totalement vierge de cette question. Le Code civil a récemment été transformé pour y intégrer les notions de raison d'être ou de responsabilité sociétale des entreprises, mais le Code du travail est encore totalement vierge sur ce sujet-là. Donc, premier constat, s'il y a quelque chose à faire pour élargir le champ des négociations collectives et permettre aux représentants des salariés dans les entreprises d'aller négocier, signer des accords, sans doute faut-il élargir le champ des négociations collectives pour répondre à ces aspirations dont vous parlez. On a rencontré quelques avocats spécialistes du droit social qui nous ont dit « L'objet d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs de leurs membres. » Est-ce que ça correspond à cette aspiration? La réponse est évidemment oui, puisque tout ce qui relève de l'intérêt général
concerne l'intérêt particulier. Et donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, OK, banco, on se lance. Donc, on lance le premier éco-syndicat, c'est-à-dire un syndicat qui se positionne sur la réponse aux aspirations des salariés sur la question de transition écologique et sociale. Car en réalité, ce qu'on veut faire, c'est intégrer la question de la transition écologique dans le dialogue social. C'est donc en faire une question sociale. On n'est pas sur, on oppose l'écologique et le social, on n'est pas sur nous, syndicats, qui se focalisons sur ces questions, excluons les questions d'emploi, de formation professionnelle, de protection sociale, pas du tout. On veut simplement repenser l'ensemble des questions liées aux négociations collectives, donc les questions sociales, par le prisme de la transition écologique. Et donc ce qu'on constate, très rapidement, puis je pourrais parler très longtemps, mais je vais essayer de conclure. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a une aspiration, et il y a même des communautés spontanées qui se créent aujourd'hui dans les entreprises. Je cite quelques entreprises au hasard, mais je pourrais en citer d'autres. Chez Engie, chez Orange, des communautés dans les grands groupes et parfois des petites initiatives dans les toutes petites PME de salariés qui spontanément se disent « mettons-nous ensemble, faisons quelque chose ». C'est spontané. Simplement, ces personnes ignorent, et c'est vraiment général hein, comme méconnaissance, que les syndicats sont... dans le Code du travail, il est inscrit que les syndicats ont le monopole des négociations collectives. Ça veut dire qu'aujourd'hui, seul un syndicat peut signer des accords dans une entreprise. Toute organisation, association spontanée, aussi déterminée soit-elle, ne peut pas signer à l'intérieur d'une entreprise un accord. Et c'est ce qui s'est passé à la fin du 19e siècle quand se sont créés les syndicats. Il y a eu tout un tas de communautés spontanées d'ouvriers qui, face aux réalités de la révolution industrielle, se sont dit il faut faire quelque chose, il faut négocier. Au départ, c'était complètement spontané. Et puis, le cadre réglementaire a changé et les syndicats ont été créés. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire répondre aux aspirations des salariés en élargissant le champ des négociations collectives. Merci et bravo. Saïd Amouche, vous êtes président fondateur de la Fondation Mosaïque qui détient 100% Mosaïque RH, qui est devenue une entreprise à mission. Avec Mosaïque RH, vous innovez depuis 12 ans, je crois, sur les sujets de recrutement inclusif. Vous avez appris plein de choses sur le chemin. Vous avez innové dans plein de domaines, et là on le voit là avec un nouveau modèle de développement, un nouveau modèle juridique. Avec l'Impact Score, l'Impact Score permettrait de donner une notation, mais aussi d'identifier un chemin et d'apprendre des bonnes pratiques d'entreprises plus avancées. Du coup, comment on pourrait partager ces bonnes pratiques par exemple, avec le cas Mosaïque, voilà, comment on pourrait apprendre du cas Mosaïque et le diffuser le plus largement possible? La première chose qu'il faut probablement retenir, c'est que la question de la diversité, qu'elle soit sociale, qu'elle soit territoriale ou culturelle, voire ethnique, c'est un sujet sur lequel on est vraiment encore très loin d'un niveau de satisfaction suffisant. Donc avant de parler de bonnes pratiques ou de méthodes, j'ai envie de dire que la première étape sur laquelle il va falloir quand même beaucoup travailler, et j'appelle en fait tous les gens qui sont dans la salle à s'interroger sur cette question-là, est-ce qu'on est d'équerre sur ce sujet-là ou pas dans nos propres organisations? Et qu'est-ce qu'on peut faire demain? Demain, j'ai presque envie de dire, c'est dès qu'on rentre dans son travail, à son bureau, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir s'engager? Parce que si on n'a pas exprimé le souhait de se fixer un objectif, si on n'a pas décidé d'intégrer dans ses valeurs une volonté forte de recruter, quand il y a évidemment des opportunités de recrutement, mais on se concentre sur celles qui ont besoin de recruter, si on ne se pose pas cet objectif-là, eh bien, on sera encore en retard et on ne favorisera pas la cohésion sociale. On détruira clairement la cohésion territoriale et on ne fabriquera pas de transition écologique et sociale. Donc en fait, n'oublions pas que c'est super de prendre soin du climat, d'avoir des messages écologiques, mais le premier habitant, c'est l'humain sur la Terre, et dans ces citoyens, il y a des citoyens qui habitent des zones rurales, qui habitent des zones dites populaires, et ces gens ne sont pas du tout pris en priorité. Donc c'est super qu'il y ait des organisations qui puissent se structurer, c'est super qu'ADECO puisse créer une filiale qui s'attaque à la question de la diversité, mais elle s'adresse à un marché aujourd'hui qui est trop petit, qui n'est pas à la hauteur. On devrait avoir 100% des entreprises aujourd'hui qui doivent pratiquer 100% du recrutement inclusif. Et ce n'est pas le cas. Et donc il y a vraiment en fait une urgence aussi sur ce prisme-là à prendre en compte.
Merci. Et je sais aussi que vous faites de l'open source aussi de votre bonne pratique. Que malgré tout, même si ça n'a pas été développé là, il y a quand même Mosaic RH a appris plein de choses et fait de l'open source pour diffuser ces méthodes au plus grand nombre. Parce que même si, justement parce que le défi est immense, il faut quand même apprendre des pionniers. Juste peut-être en une phrase. Alors on a créé, d'abord, Mosaic RH, effectivement, c'est une association qui a évolué dans son modèle économique. On a d'abord créé une SAS qui est devenue une entreprise à mission et une fondation actionnaire à 100% évidemment de cette SAS. Et un des programmes stratégiques de la fondation Mosaic, c'est de pouvoir transmettre son expérience à travers un programme qui s'appelle Territoire et Inclusion. Et le but du jeu, c'est aujourd'hui détecter dans les 2 prochaines années des organisations qui travaillent déjà sur les questions d'emploi et qui veulent mettre dans leurs valeurs, dans leurs méthodes, dans leur offre de services, une dimension recrutement inclusif où on pourrait intégrer d'abord des publics les plus isolés mais qualifiés et capables de prendre des postes à responsabilité, des publics éloignés mais qui peuvent demain prendre des jobs sur lesquels il y a un certain nombre de postes non pourvus. Mais c'est aussi apprendre à parler aux recruteurs, c'est aussi apprendre à corriger des commandes discriminantes. Donc c'est l'ensemble de ces savoir-faire qui sont aujourd'hui transmises d'une manière gratuite. Et d'ailleurs, j'alerte qu'on a mis en place en fait une solution qui est complètement gratuite, qui s'appelle diversifievostalents.com, et on donne accès à un vivier de candidats discriminés mais de talents. Et ce vivier il est composé de 25 000 compétences aujourd'hui disponibles. Merci. Thibaut Guilhuy, vous êtes d'abord un entrepreneur social multirécidiviste. Quelques noms comme ça, Groupe Ares, Tenzing, French Impact et bien d'autres. Aujourd'hui, vous êtes haut commissaire à l'inclusion dans l'emploi et à l'engagement des entreprises au ministère du Travail. Quel est votre regard sur le sujet de l'impact score, de tout ce qu'on discute sur la transparence, les bonnes pratiques comment est-ce qu'on peut avancer concrètement sur le sujet pour favoriser l'engagement des entreprises via cette transparence et cette partage des bonnes pratiques? C'est aussi une question aussi assez vaste. En tout cas, je te remercie d'avoir rappelé finalement ma double casquette, parce que d'ailleurs, quand on a demandé est-ce qu'il y a un entrepreneur social, est-ce que vous êtes entrepreneur social, j'ai pas pu m'empêcher évidemment de lever la main. Puis j'ai mis un petit peu de temps à me percuter que j'étais aussi dans l'action politique maintenant. Pour vous dire finalement que d'ailleurs l'expérience en fait dans l'entrepreneuriat social, les sujets de transparence, de partage de pratiques et de mesures d'impact ont toujours traversé en fait des préoccupations très fortes dans toutes les initiatives que beaucoup d'ailleurs dans la salle et aussi à titre personnel on a pu porter. Et je pense qu'on a beaucoup progressé, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais le secteur a quand même pas mal progressé ces dernières années sur la mesure de l'impact pour pouvoir développer cette culture de la preuve qui fait que une entreprise, un responsable politique, une personne à convaincre. Aujourd'hui, on vit quand même dans une société où ce qui ne se mesure pas ne compte pas. Et alors encore plus dans les entreprises où on est piloté par la donnée, par les reporting, etc. Et donc, ça permet quand même de redonner de la valeur. Il ne faut pas évidemment penser que il ne faudrait surtout pas qu'on pilote que par le chiffre, mais c'est évidemment une donnée essentielle sur laquelle je pense que le secteur a beaucoup progressé. Le deuxième sujet, et d'ailleurs ce que vient de dire Saïd en est l'illustration, c'est le partage de la pratique. Il faut bien dire que, en tout cas parfois dans la culture de l'économie sociale et solidaire, la capacité à partager son savoir, à se démultiplier en se faisant copier, etc., n'était pas forcément la première des qualités ou des valeurs qu'on arrivait à faire prospérer. Et j'ai le sentiment que de plus en plus d'acteurs qui agissent dans ce domaine ont compris que le meilleur moyen de démultiplier leur impact, c'était justement de partager leurs pratiques et de se faire copier et de se faire réinventer parfois par des gens qui le font aussi bien, voire parfois mieux qu'eux-mêmes, et tant mieux si on est vraiment guidé par l'impact. Alors, donc, pour moi, évidemment, la mesure de l'impact, elle est essentielle. Alors, sur l'engagement des entreprises, c'est évidemment un sujet que j'ai la responsabilité, je dirais, de stimuler et puis de porter auprès d'Elisabeth Borne. Hein. Il ne vous aura pas échappé que j'ai changé de chef il n'y a pas très longtemps.
l'engagement des entreprises, c'est assez nouveau, je peux vous dire, dans la sphère politique, où finalement, là j'ai participé à la mise en place du plan jeune, par exemple, enfin, du plan emploi jeune. Avant, des programmes comme ça se pense avec une loi, des circulaires, des budgets. On envoie tout ça dans les territoires et puis débrouillez-vous avec. Sauf que derrière, il y a une biodiversité de situations, de jeunes qui, pour certains, vont avoir besoin d'un emploi, d'autres d'une alternance, d'autres peut-être de se faire prendre par la main et accompagner pour pouvoir accéder à l'emploi. Et donc derrière cette biodiversité, ça veut dire qu'il faut pouvoir s'appuyer sur les acteurs de territoire et puis sur les entreprises là-dessus. Et donc parler en fait à ceux qui font. Et donc on a développé et surtout on est en train de préparer ça là, pour les semaines qui viennent, de dire certes on va mettre 6,5 milliards d'euros d'argent sur la table pour pouvoir aider au recrutement des jeunes, pour éviter ce désastre post-crise qui ferait qu'en fait les 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail soient les premiers à payer un petit peu les conséquences de la crise. Mais ce n'est pas le gouvernement qui va apporter la solution. Ceux qui recrutent, c'est les gens qui sont dans les entreprises. Et quand je parle d'entreprise, c'est au sens large, évidemment, les associations, tous les employeurs. Et donc, on est en train de travailler avec eux pour dire de quoi vous avez besoin pour qu'on vous aide maintenant à recruter. Et recruter inclusif, j'insiste. C'est très important qu'on arrête de penser l'emploi d'un côté et l'inclusion de l'autre. En fait, on doit, et c'est vrai aussi sur la transition écologique, de lier en fait les politiques d'emploi à la transition écologique. Et donc, on a fait attention, dans le cadre de ce plan, à faire en sorte de se dire comment on va faire pour qu'un jeune, une solution, quelle que soit la situation de ce jeune, comment on va pouvoir lui apporter une réponse pour qu'il puisse développer ses talents, son potentiel et puisse s'en saisir. Ça, c'est un joli slogan. Ensuite, après, d'ailleurs, pour le faire, il faut des outils. Il faut pouvoir mesurer l'impact pour qu'on soit sûr que ceux qui s'engagent, ensuite après d'ailleurs, tiennent leurs engagements. Et c'est d'autant plus essentiel de mesurer cet impact que j'ai lu avec attention évidemment les propositions, les 12 propositions qui ont été faites. Mais si on veut mettre en place un bonus-malus, une politique de bonus-malus entre celui qui fait bien et celui qui fait moins bien, si on veut mettre en place une TVA qui encouragerait les bons produits par rapport aux mauvais, si on veut investir dans des entreprises ou dans des initiatives qui sont plus vertueuses que d'autres, il va bien falloir pouvoir le mesurer de façon extrêmement précise, objective, parce que sinon, en fait, ça sera des vœux pieux. Et en matière d'inclusion, on a à travailler, on a lancé le chantier pour définir ce que serait l'index inclusion. Parce que, bien sûr qu'on a envie de faire en sorte que quand un appel d'offres au marché public, quelqu'un vient candidater, nous avons tout intérêt, la puissance publique, à dire mais cette entreprise-là, elle est plus inclusive que son voisin, on va lui mettre 3 points de bonus. Parce qu'en fait, elle rend service à la collectivité, elle crée de la valeur. Mais pour pouvoir mettre ce 3 points de bonus, et qu'on ne se fasse pas, que ce soit conforme au code du travail, au code du marché public, à la réglementation européenne, il faut du coup qu'on ait des outils très précis qui vont nous permettre vraiment de changer les choses. Donc c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un enjeu absolument essentiel que d'apprendre à mesurer et du coup de dire qu'est-ce qu'on en fait en termes de politique d'incitation, voire d'obligation et de coercition. Et ça, c'est, je pense, un rôle sur lequel on pourra travailler, avec lequel on travaille avec les syndicats. Moi, je suis très, très intéressé à voir comment on pourrait mettre le mot transition écologique dans le Code du travail dans les 600 prochains jours, en profitant du fait qu'en plus de ça, la nouvelle ministre du Travail arrive justement du ministère de la Transition écologique. Donc, ça me semble être une bonne occasion de saisir la balle au bond de votre projet de mouvement syndical. Merci beaucoup. Merci Thibaut Guilluy. Le temps file. Il va falloir qu'on soit synthétique pour la suite. Merci beaucoup pour tous les sujets évoqués jusqu'ici. Anne-Claire Pache. Alors, on va passer au sujet de formation, aux enjeux, aux compétences, aux métiers de la transition écologique et sociale. On sait que l'ESSEC est pionnier sur ces sujets depuis un certain temps. Il y a notamment la démarche Together de transformation. Vous allez peut-être nous en dire quelques mots. Mais voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer d'échelle sur ce sujet? Comment on forme pas quelques dizaines de milliers de personnes par an, mais des millions de Français et qui deviennent acteurs? Alors, effectivement, ce sujet-là, à l'ESSEC, on
on s'en est emparé depuis plusieurs années, très sérieusement depuis 18 mois au travers de cette initiative qui s'appelle Together et qui est la stratégie de transition écologique et sociale de l'ESSEC en tant qu'organisation. Lors de la plénière précédente, le rôle des business schools a été pointé du doigt et je reconnais que dans la mesure où nous, business schools, nous formons les leaders du monde économique de demain, on a une responsabilité énorme dans le fait de les former de telle sorte qu'ils soient capables non seulement d'accompagner la transition nécessaire, mais peut-être en étant certains des précurseurs ou des leaders. Et donc à ce titre-là, on est vraiment engagé dans une démarche qui vise à la fois à transformer nos formations, donc c'est faire que tous nos étudiants, 100% de nos étudiants, soient formés au sujet du changement climatique à la fois et des enjeux sociaux. Donc sur ces deux dimensions-là, 100% de nos étudiants sont formés en cours obligatoires. Et par ailleurs, on est en train de transformer l'ensemble des cours, les cours d'économie, les cours de finance, les cours de marketing, donc les cours, on va dire, plus traditionnels, pour que chacun d'entre eux évoque également et fasse toucher du doigt aux étudiants combien, quand on pense économie ou quand on pense finance, il faut peut-être réformer les modèles ou transformer certains des outils ou des mécaniques pour pouvoir prendre en compte ces enjeux. Donc, au sein de l'ESSEC, c'est la dynamique qu'on est en train qui est construite là pour cette rentrée et à laquelle on est 100% engagé de la tête de l'organisation à l'ensemble des étudiants, sachant que par ailleurs, et c'est aussi quelque chose d'extrêmement motivant pour nous, les étudiants sont extrêmement demandeurs sur le sujet. Donc on a, alors à l'ESSEC, je crois que c'est l'école où on a le plus grand nombre de signataires du mouvement pour un réveil le manifeste pour un réveil écologique. Historiquement, on a eu de nombreux étudiants engagés dans la chaire entrepreneuriat social, etc. Mais plus globalement, on a des étudiants qui nous disent « Moi, je ne veux pas aller travailler demain dans des entreprises qui ne prendront pas en compte ces sujets-là. Moi, je veux comprendre de A à Z comment accompagner ces transitions. » Donc, il y a une vraie demande. Alors, votre sujet, il est encore plus large, c'est-à-dire comment est-ce que de l'ESSEC, on peut essayer d'irriguer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui a été évoqué en termes d'open source et de nécessité de collaborer avec d'autres écoles, c'est essentiel parce que nous, on forme chaque année, on a à peu près 6000 étudiants qui sortent de nos différents programmes en formation initiale et continue, parce que c'est aussi une dimension très, très importante. Maintenant, il est essentiel aussi qu'on collabore avec les autres écoles de commerce, avec des écoles d'ingénieurs, avec des écoles de sciences politiques, pour qu'on puisse collectivement partager nos bonnes pratiques, partager nos enjeux, parce que là, je le décris de manière très favorable et on le fait avec beaucoup d'enthousiasme et convaincu que c'est nécessaire. C'est pas facile. Évidemment, il y a un certain nombre d'enjeux et donc si on les partage entre nous, c'est essentiel. Le modèle de la grande école de la transition, je pense qu'il est extrêmement intéressant et il est essentiel. Mais il faudrait quelque part que toutes les formations, quelles qu'elles soient, s'engagent dans la transition. C'est-à-dire qu'il faudrait que 100% des institutions d'éducation, de formation, d'enseignement supérieur, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine du design, dans le domaine de la mode, quoi que ce soit, que l'ensemble des écoles se posent la question de qu'est-ce que veut dire transition dans mon domaine d'activité, par rapport au métier auquel je prépare, par rapport à l'industrie dans laquelle j'agis. Et donc, il faudrait quelque part que ça concerne absolument tout le monde. Mais en tout cas, à l'ESSEC, on est prêt à collaborer avec qui le souhaite pour essayer de cheminer ensemble dans ce sens-là. Merci beaucoup. Jean-François Conant, du point de vue de l'entreprise, est-ce que, honnêtement, les entreprises vont assez vite justement sur ce sujet de formation des collaborateurs, des dirigeants, des collaborateurs, sur ces sujets de transition écologique et sociale? Est-ce qu'on va assez vite? Non, clairement. Clairement, et pourtant, à chaque fois qu'on le fait, ça déclenche énormément d'effets leviers, en fait.
on a testé, je laisserai peut-être Thibaut en parler plus précisément s'il le souhaite du campus, mais on a testé moi en intra, c'est-à-dire former un collectif d'une trentaine de cadres aux questions d'inclusion. Ils se mettent en route, mais immédiatement. C'est-à-dire que la mauvaise volonté, elle existe, elle est rare, surtout quand on a un métier qui est de justement rapprocher des besoins d'emploi et des demandes d'entreprise. Et souvent, c'est je sais pas faire, mais donnez-moi les clés, j'y vais, quoi. Donc la formation devient un levier essentiel. Après, la question peut-être pour une entreprise comme la nôtre, c'est comment on équipe les 700 000 personnes qu'on fait travailler chaque année en France en tant que salariés intérimaires. Et le sujet, souvent, c'est le choix. Est-ce que j'ai le choix? Et pouvoir, par le biais de la formation, donner à quelqu'un des éléments, des outils qui lui permettent de choisir entre deux modes de mobilité, entre deux modes d'évolution de ses compétences, entre deux types d'employeurs, deux types de formes d'emploi. C'est aussi ça l'enjeu qu'on a nous aujourd'hui. C'est comment on équipe des intérimaires dans un marché du travail qui ne reviendra pas au tout CDI, clairement, qui est chaotique, qui est encore très très discriminant, tu as raison Saïd. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé le CFA du recrutement, en se disant mais qui a été formé au recrutement? Qui est formé au recrutement aujourd'hui? Voilà, donc le chantier il est colossal et ultra urgent. Merci beaucoup. En quelques mots, Maxime, pourquoi ce sujet de la formation des salariés est essentiel pour réussir la transition, à la fois du point de vue des entreprises, on l'a déjà un peu évoqué, et aussi du point de vue des salariés. Voilà, Alors, je vais être très très rapide. On l'ignore aussi, la question de la formation professionnelle est une des compétences des instances représentatives des salariés, donc les CSE, qui participent à des consultations annuelles sur ces sujets-là, qui sont liés à la formation professionnelle et aux questions sociales dans l'entreprise. Les salariés l'ignorent, c'est-à-dire qui s'engage aujourd'hui dans un syndicat pour aller travailler sur la formation professionnelle, c'est possible et c'est même une des compétences d'un syndicat et des instances de représentation du personnel. Et puis le deuxième point que je voulais aborder, c'est évidemment que dans le cadre de la transition nécessaire des modèles, dans le cadre, et je vais dire peut-être le mot tabou qui a été évoqué tout à l'heure par Aurélien Barraud, qui est celui de la décroissance sélective de certaines filières qui doivent forcément, nécessairement décroître. Je ne parle pas de décroissance globale de l'économie, mais en tout cas d'une décroissance sélective de certaines filières. Cela implique tout un tas de questions sociales, de questions d'accompagnement et de transition professionnelle juste, et la formation professionnelle va être évidemment au cœur de ce sujet-là. Merci. Saïd Amouche, en deux mots, tout le monde n'a pas la chance de faire l'ESSEC par exemple, où ces sujets sont enseignés. Mais voilà, comment... Ou la chance de faire l'ESSEC. Comment on peut engager tous les talents en France sur ces sujets-là? Tu as notamment cité les talents de la ruralité, des quartiers populaires. Comment on fait pour engager et former le plus grand nombre à ces sujets-là? D'abord, moi je pense qu'il y a un côté un peu mode, c'est-à-dire qu'il faut rendre le sujet sexy. C'est-à-dire que pratiquer, c'est pas une peine, ça doit être du plaisir, ça doit être nécessaire. Moi, quand j'arrive à l'ascenseur, puisqu'on a monté un collectif avec une vingtaine d'associations dédiées à l'égalité des chances, quand on arrive dans ce bâtiment, chaque matin, 3500 mètres carrés, voir des visages différents, des patates différentes, une manière de comprendre la société d'une manière différente, eh bien c'est une joie. Et donc du coup, je pense que le fait de se dire qu'on se fixe un objectif et on se donne les moyens, parce que ça ne viendra pas naturellement, je pense que c'est important aussi de rappeler que quand le nouveau gouvernement arrive et décide de mettre en place un dispositif qui s'appelle les emplois francs, eh bien c'est un dispositif qui n'a pas marché. Pourtant, c'est quand même des budgets de l'État qui ont été dédiés d'une manière significative, votés à l'Assemblée nationale pour pouvoir subventionner, accompagner des recruteurs dans le recrutement inclusif, notamment dans les quartiers, les territoires politiques de la ville, et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on est dans une pratique, dans une culture où on a tendance à comprendre qu'il faut mettre un maximum de moyens sur les candidats les plus éloignés, les plus exclus. C'est important, il faut le faire, il faut continuer à le faire, mais on oublie qu'à un moment donné, s'il n'y a pas un intermédiaire, si on ne fait pas l'interface, eh bien il n'y a pas matching.
Et donc du coup, on n'a pas investi sur cette dimension-là. Et donc les organisations aujourd'hui doivent à un moment donné, se fixer un objectif, et se donner les moyens, soit en interne, soit en externe, mais ça ne pourra pas se faire naturellement ou se décréter au moment où on fait son bilan de l'année. Il faut se donner les moyens, avoir une équipe, investir sur des prestataires, aller chercher des bonnes pratiques pour pouvoir cultiver ça. Et ça doit être aussi important que de regarder finalement son point d'équilibre à la fin du mois, quoi. C'est hyper fondamental de consacrer en fait une motivation profonde pour pouvoir accompagner le changement. Merci beaucoup. Je me permets d'arriver à nouveau sur scène. On a une multitude de questions qui viennent de la salle. Et donc, pour continuer vos échanges, on vous proposait aussi de pouvoir les écouter, de regarder quelles sont les questions qui remontent le plus et qui sont les plus populaires. Et notamment, pourquoi faire un nouvel indicateur Impact Score alors qu'il en existe d'autres? Question au centre aussi du débat aujourd'hui. Ou alors, qu'est-ce qu'apporterait le label Grande École de la Transition actuellement? On vous propose, si l'un d'entre vous, peut-être Thibaut notamment, s'il y a une question qui vous inspire, de pouvoir y répondre. Oui, sur le nouvel indicateur, oui, bien sûr, il en existe. Bicorp, il y a pas mal de démarches. D'ailleurs, il y a aussi les indicateurs ESG dans l'investissement. Simplement, en fait, là, sur l'Impact Store, c'est vrai que ça mesure quand même beaucoup de choses, mais je dirais que ça donne une photo un petit peu général, et ça met le doigt sur quoi on peut essayer de progresser en tant qu'entreprise finalement. Donc moi je trouve que c'est assez intéressant de travailler sur cet outil. Bicorp, ensuite après, moi Tenzing, la dernière entreprise a été une des premières structures qui était labellisée Bicorp, c'est effectivement aussi une démarche qui est très intéressante et qui invite à se poser beaucoup de questions. Parce que de temps en temps, on pense qu'on est bien sur un sujet, en fait, on est mauvais. Et donc, de toute façon, ces démarches, je dirais, de labellisation, de certification sont toujours très intéressantes. Et alors, sur Grande École de Transition, c'est encore un petit peu tôt pour y répondre, puisque c'est une démarche qui est en cours d'initiation, je pense, qui a germé dans la tête de Mathieu et puis de quelques autres. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les décideurs politiques et dans la haute administration, et je pense aussi quand même pour ceux qui ont été formés de ma génération, parce que je commence à arriver à un âge où je peux parler de la génération suivante, mais la transition écologique a été nulle part dans les grandes écoles, dans les universités, à l'ENA, j'en parle pas, et c'est un vrai problème en fait. C'est un vrai problème parce que du coup en fait on ne comprend pas et on n'intègre pas que quand on pense un problème, en fait, normalement, la transition écologique et l'urgence sociale, en fait, elle doit inoculer la pensée. Comment je pense une politique d'emploi, une politique d'industrie, etc., en ayant ça comme un élément consubstantiel en fait, à la réflexion et à l'action. On en est encore très loin. Alors vous, le thème quand même, c'était Nouvelle Génération 2. Il y a un enjeu, en tout cas, cette grande école, c'est de former les nouveaux qui arrivent dans les écoles, mais aussi ceux qui sont aux manettes là, parce qu'on va quand même pas attendre 30 ans, d'avoir les jeunes qui sont aux manettes pour pouvoir faire la transformation. Donc ça, c'était le petit point d'attention là-dessus. Et puis le deuxième, c'est que vous soyez inclusif, s'il vous plaît. L'ESSEC, c'est une chance pour celui qui a envie d'être manager. Là, dans ce cas, c'est une chance pour lui d'être dans une belle école comme l'ESSEC. Si vous avez envie d'être boulanger, à mon avis, je pense que vous êtes malheureux à l'ESSEC et vous êtes hyper content au CFA de boulangerie. Et donc, ça, c'est très important. La transition écologique, elle va se passer à tous les niveaux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les plus utiles, on l'a bien vu pendant la période de Covid, sur la transition écologique, c'est ceux qui ramassent et qui trient nos poubelles, c'est ceux qui sont attentifs à la lutte du gâchis alimentaire dans nos cantines, et c'est pas forcément ceux qui pensent les programmes. Donc ça, c'est très important aussi qu'on ait une vision inclusive de la transition écologique. Merci. Et à ce sujet, une des questions qui est remontée là pendant notamment que vous exprimiez, c'était à quand un impact score de l'État? On parlait de l'ENA comme école, mais du coup l'État aujourd'hui, quid des institutions publiques et de leur application? Si celui qui a posé la question peut me rejoindre pour m'aider à le mettre en place dans l'État, parce que alors là, je peux vous dire qu'on part de très très loin sur la culture de la data dans l'État. Moi, je suis arrivé, par exemple, il y a une des politiques, par exemple, qui est l'insertion par activité économique. C'est quand même 1 milliard d'euros de budget, et franchement, j'ai un niveau de reporting qui est plus faible que la plus petite des associations que j'ai jamais gérées. Et donc,
Blague à part, il y a un immense enjeu effectivement à développer cette culture de la data et là pour le coup de la transparence pour qu'en fait on passe à une logique de service public citoyen. C'est-à-dire qu'en fait le citoyen il voit tout ce qui se fait de magnifique, d'investissement ou etc. Et puis aussi peut-être ce qui serait perfectible. Et donc si on a envie d'avoir un dialogue plus fertile entre l'État et les citoyens, il faut de la donnée et il faut de la transparence dans la donnée. Honnêtement, c'est ce à quoi on travaille très concrètement. Vous allez taper par exemple inclusion.beta.gouv.fr. On a déjà commencé à transformer ça depuis quelques mois grâce aux services Startup d'État et beta.gouv.fr. C'est avec eux qu'on va pouvoir faire cette transformation sociale majeure. Merci beaucoup. Et sur la question justement des jeunes issus de la diversité, est-ce qu'ils s'intéressent aux enjeux de la transition sociale et environnementale? Super question. Merci à ceux dans la salle qui ont lancé cette question. Eh bien, figurez-vous qu'on est capable aujourd'hui de vous proposer un rendez-vous le 11 septembre en sous-préfecture de Seine-Saint-Denis. Je vous garantis la ligne A qui fonctionne super bien dans cette direction. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que tous les entrepreneurs, tous les RH qui veulent parler de vos boîtes, qui veulent évoquer en fait les métiers, les carrières qui sont possibles, on va vous donner de l'espace puisque on a organisé un job dating dédié en fait avec l'OPCO Mobilité au métier de l'écomobilité. Et donc on veut aussi donner l'espace à des messages autour de la transition énergétique. Donc si vous avez des recrutements à faire, si vous avez envie de parler de votre secteur, si vous avez envie en fait de faire briller vos entreprises par rapport à ces gros groupes qui investissent des tonnes en marketing, c'est l'occasion de le faire. Il y aura une centaine de jeunes préqualifiés et qui auront été en fait préqualifiés par les équipes et donc disponibles pour intégrer vos organisations ou en tout cas s'intéresser à moyen terme à ce que vous faites. Donc rendez-vous le 11 septembre en Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup, Céline. Mathieu, une dernière question de ta part avant qu'on passe à la clôture et au vote, éventuellement? Ou, si tu veux. Alors, il y a une question sur la parité, qui est une très bonne question, et donc je précise qu'effectivement, elle n'est pas parfaitement, loin de là, représentée sur cette table ronde, mais qu'elle l'est parfaitement sur l'ensemble des UED. Donc, la question est essentielle, et ça me paraissait important de donner cette élément de vrai, mais réponse. je dois avouer que je manque probablement de féminité, mais c'est juste que j'ai remplacé Madame Borne, et que s'il y avait eu Madame Borne, la parité qui avait été pensée par le mouvement des entrepreneurs sociaux aurait été atteinte. Donc voilà. Eh bien, merci à tous nos intervenants. On va maintenant passer au vote du public, puisque du coup, nous avons pu débattre de 2 propositions phares du plan de relance. La proposition 11, du coup, pour faire de l'Impact Score un indicateur transparent tel que à l'image du Nutri-Score, et également la proposition numéro 12, créer des grandes écoles de la transition. On vous invite du coup maintenant à vous rendre sur Klaxoon pour nous aider à prioriser dans ce plan de relance quelles vont être les actions qui vont être poussées de façon accentuée auprès du gouvernement et nous dire selon vous, après ce débat, quelle est la proposition la plus prioritaire. Et pendant que vous votez, on va inviter du coup sur le plateau Claire Engen pour un réveil écologique qui va nous partager en 3 minutes. Alors voilà, il y a un petit micro qui est en train d'être nettoyé parce qu'évidemment on ne se passe pas les micros en cette période. Et qui du coup a 3 minutes pour nous faire un recul sur ce que tu as pu entendre et toi, ton retour sur le sujet. Tu peux te mettre ici, voilà. Bon, pardon, Saïd, peut-être pas juste devant, pardon. Et c'est parti pour le chrono. Merci Claire. Bonjour. Est-ce que ça marche? Bonjour. Ton micro ne marche pas? Si, ça marche, pardon. C'est bon? Oui, Super. À toi de jouer. Alors, donc le thème de cette table ronde, enfin en tout cas les mots d'entrée, c'était les nouvelles générations en première ligne. Et donc cette génération dont je fais partie, comme probablement certaines personnes dans cette salle, c'est du coup une génération dont on parle beaucoup de l'engagement, qui est un engagement qui va dépasser juste les petits gestes personnels pour toucher celui de l'emploi. On n'a juste plus envie de travailler de consacrer notre énergie et le plus clair de notre temps dans une structure qui va juste miner notre avenir, puisque comme ça a été rappelé par la table ronde précédente, c'est juste cet engagement, c'est juste du bon sens, parce qu'en fait, ce qui est en jeu, c'est le monde dans lequel nous on va vieillir, donc c'est plus du tout un enjeu lointain ou anecdotique. Pourtant, quand j'entends ces échanges et ces tables rondes, ce qui ressort, c'est que j'ai l'impression que cet engagement, c'est avant tout aussi un appel vers les autres générations, qui sont bien souvent plus que nous à des postes de responsabilité,
vers les entreprises, vers l'État, vers toutes ces structures-là. D'abord parce qu'elles sont évidemment aussi concernées par ces enjeux-là. Donc ici, ce qui a été mentionné, ceux de formation. Donc pour nous, c'est plutôt la formation initiale. Et puis aussi, pour eux, du coup, ça va être la formation continue. Que chaque personne dans chaque entreprise soit capable de comprendre ces enjeux-là, d'écologie, ces enjeux sociaux, et puis aussi et les outils pour en faire quelque chose à son poste, et que ce ne soit pas juste une connaissance très abstraite. Et puis aussi des enjeux, donc, qui est aussi la première proposition, des enjeux de transparence sur chaque entreprise, son impact et la manière dont elle va ou non bénéficier à l'environnement. Mais aussi cet engagement de la part des autres générations, on en a besoin pour sortir l'écologie, les enjeux écologiques, les enjeux sociaux de leur niche. Parce que en fait, ce dont on se rend compte, c'est que pour l'instant, ça reste beaucoup le souci de ceux qui veulent bien en faire leur problème et qui, eux, dans leur structure, dans leur boîte, en fait, vont se retrouver confrontés à d'autres enjeux. On va leur objecter des enjeux de rentabilité, de court terme. Et donc, en fait, c'est un engagement qui a besoin d'être global pour qu'on sorte de cette incohérence au sein même de chaque structure où on va avoir des beaux engagements sur l'écologie, sur les enjeux sociaux, mais en fait, les injonctions derrière, elles sont contradictoires. Et donc, ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est juste une remise en cause globale de la part de toutes les structures, de leur impact, de leur compatibilité avec un monde sobre, un monde à 2 degrés, on l'espère, et juste. Et donc, cette question-là, que ma génération se pose, et j'espère toutes les autres, il faut que tout le monde se la pose, du monde qu'on veut dans 30 ans, de ce qu'on est prêt à laisser tomber, de ce qu'on est prêt à... Enfin, qu'on ne veut pas sacrifier à tout prix, et puis aussi de comment on y va. Voilà. Merci beaucoup. Merci Claire. Du coup, on va accueillir tous ensemble les résultats du vote pour les 2 propositions. Laquelle, selon vous, vous a paru la plus prioritaire? Oh là là, c'est 50-50 quasiment, 51% pour faire de l'impact score un indicateur transparent et 49% pour créer des grandes écoles de la transition. Donc les 2 sur 129 votants semblent... Ah, et là, ça y est, on est à 50-50. Du coup, ces 2 propositions qui sont extrêmement importantes. Thibaut, est-ce que vous voulez nous donner un mot de la fin et nous partager si vous allez vous engager à soutenir ces propositions auprès du gouvernement pour le futur plan de relance? Sur l'Impact Store, là, pour le coup, il faut qu'on en discute un petit peu avec vous. On a engagé un travail sur l'index de l'inclusion et donc, en fait, voir un peu comment tout ça, on peut le mettre en coordination et surtout en quoi l'Impact Score peut servir pour pouvoir orienter des décisions en matière de politique publique sur les achats, sur la fiscalité, sur etc. Enfin, voilà, je pense que c'est très important de voir la liaison. Qu'est-ce qu'on mesure et qu'est-ce que du coup on peut en faire. Donc ça m'intéresse évidemment de creuser ça, mais sans plus d'engagement pour le moment. Et puis le deuxième, sur la grande école de la transition, honnêtement, on est déjà en contact et effectivement, en tout cas, je l'ai mis au moins sur ma feuille de route personnelle de réussir à faire émerger cette initiative. On en a vraiment grand besoin et dans le plan jeune, on a besoin de mobiliser des milliers d'employeurs pour répondre à l'urgence de la transition écologique. On a mis de quoi financer aussi 200 000 formations avec le plan d'investissement compétences dans les métiers de la transition écologique. Donc c'est très concret. Et donc c'est très bien d'avoir mis des moyens. Mais maintenant, en fait, on a besoin des acteurs et donc des entreprises, des associations, de ceux qui font sur le terrain pour pouvoir se saisir et en faire quelque chose d'utile, d'efficace et de transformatif pour la société. Et donc la grande école de la transition, il me semble, pourrait être un bon partenaire des pouvoirs publics pour ça. Maintenant, on a encore un petit peu de chemin pour convaincre, mais j'espère que dans les semaines qui viennent, on va réussir à franchir quelques pas et quelques étapes ensemble. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous. Du coup, bravo pour ces échanges toujours instructifs et riches et le démarrage de ces UED.